Bonjour à tous et à toutes. Donc merci d'être présent pour ce webinaire consacré au placement des majeurs protégés. Donc je me présente rapidement. Je suis Nicolas Depardieu, chargé de développement de la formation gestion patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle à l'école sport d'assurance. Et donc sans plus attendre, nous allons aborder les 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'il s'agit d'accompagner une décision patrimoniale pour une personne sous tutelle ou curatelle. Donc pour vous présenter le programme et entrer dans le cœur du sujet, je vous laisse la parole, Catherine, qui est intervenante à l'ESA. C'est à vous. Alors oui, je m'appelle Catherine Paris. Moi, je suis conseillère en gestion de patrimoine spécialisée dans les tutelles et curatelles. Et effectivement, j'ai formé des MJPN, j'ai formé avec l'École supérieure d'assurance des étudiants en assurance et j'ai formé en formation continue des mandataires privés également. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est l'ensemble des erreurs ou des réflexes que l'on voit de façon récurrente dans les associations tutélaires ou chez les mandataires privés, ou même les tuteurs familiaux d'ailleurs, parce qu'ils sont ignorants de certains mécanismes. Et donc, voilà, on va lister ici les 5 erreurs les plus fréquentes et expliquer en quoi c'est gênant pour le patrimoine d'une personne sous mesure de tutelle curatelle. Donc, effectivement, une erreur qu'on trouve très, très, très fréquemment, c'est où on n'a pas le temps, où on ne sait pas, mais le mandataire responsable du déplacement de la personne, va se dire, tiens, il y a des liquidités, il y a un contrat d'assurance vie, pourquoi pas remettre dessus. Ça paraît naturel, spontané et évident. Donc ça, on va voir si c'est une bonne idée ou pas. D'autre part, vous avez quelquefois des banquiers qui, voyant des sommes excédentaires sur les comptes courants, vont vous proposer des produits de placement à taux boosté. Ils vont vous dire le livret A, quand même, à 1,5, c'est pas terrible. On a des livrets à des taux nettement plus intéressants. On va voir si c'est vraiment une bonne idée. Après, voilà, accepter les fausses bonnes propositions de la banque. Il n'y a pas que les livrets que proposent les banques. Elles proposent plein d'autres produits financiers. Quelles seraient les conséquences sur le patrimoine de la personne et sur les aides qu'elle peut percevoir? On va voir ça en détail. Quelque chose qui arrive régulièrement également, c'est le fait de se dire « Oh, on a un majeur dont le budget est négatif, il est déficitaire tous les mois, et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à clôturer ce petit contrat d'assurance vie là dans un coin, tout replacer sur tous nos livrets, carrément 42 950 €, on peut y arriver sur les livrets. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Voilà ce qu'on va voir. Et à la fin, est-ce qu'il faut systématiquement ouvrir un contrat d'assurance vie pour une personne sous mesure de protection? Mais c'est pas toujours évident. Donc, je vous propose de détailler chacun de ces 5 points et de répondre à vos questions à la fin. Premier point. Nos fameuses sommes qui sont tombées sur le compte courant ou qui sont arrivées avec retard, on se dit on a un contrat d'assurance vie ici, pourquoi on ne replacerait pas dessus? Est-ce qu'on a bien vérifié quels sont les frais d'entrée sur les versements? Parce que moi j'ai déjà vu ça, on n'avait pas vérifié, mais à chaque versement, quel que soit l'âge du contrat, il y a de toute façon des frais d'entrée qui sont prélevés. Si vous les négociez pas, c'est les frais d'entrée d'origine. Donc moi j'ai constaté des versements faits sur des contrats anciens avec 5% de frais d'entrée, alors qu'on était sur des rendements à 1%. Ça veut dire qu'il vous faut 5 ans pour retrouver la mise de départ, sans même avoir un gain sur le contrat d'assurance vie. Donc, attention, si on reverse sur un contrat, quels sont les frais d'entrée qui vont être réellement prélevés? Peut-être vous pouvez négocier ou pas avec le banquier, mais c'est en tout cas à vérifier, à checker dans tous les cas de figure. Ce que j'ai vu aussi régulièrement, dans surtout les nouvelles mesures, dans les contrats d'assurance vie des personnes, il y a quelquefois des produits qui sont autre chose que du 100% fonds euros. Et qui sont des profils de risque. Vous savez que
le produit financier peut s'étaler sur une échelle de 1 à 7, 1 étant le moins risqué, le fonds en euros, jusque 7 des produits très risqués. Or, j'ai vu des fonds, ce qu'on appelait à l'époque des fonds à formule, des fonds à échéance, ou des obligations qui arrivaient à terme, donner une liquidité sur le contrat d'assurance vie, et la banque, sans rien demander, replace sur un produit qu'elle a choisi. Et en l'occurrence, il s'agissait d'un produit de degré 5 en risque. Sur une échelle de 1 à 7, 5, c'est pas mal. Systématiquement, aujourd'hui, normalement, le banquier doit vous faire remplir à chaque placement un profil investisseur, un profil de risque. Donc, question, où est le questionnaire? Il n'y en a pas, évidemment. Donc, on demande à la banque, où est le questionnaire? Le banquier est très gentil, il vous l'a pré-rempli entièrement et il vous dit signer en bas. Sauf que quand on est sous une mesure de tutelle, vous pensez bien que ça marche pas trop comme ça. Donc, on avait là, si personne s'en était aperçu, des sommes qui étaient replacées sur un produit avec un degré de risque que le juge de tutelle n'aurait pas accepté s'il avait vu cette opération. Ça peut aussi mettre en risque, évidemment, si le risque est trop important, les sommes placées sur ce contrat. Donc, deuxième point d'attention pour éviter des erreurs dans le futur. Adaptation à la situation actuelle de la personne, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Si la personne avant, elle était en curatelle ou voilà, elle gérait elle-même son patrimoine, elle n'était même pas en mesure de protection, eh bien, elle avait peut-être un certain profil. Avec le temps, son profil peut-être a-t-il évolué, peut-être par rapport à son âge, auquel cas on remet pas trop sur des contrats d'assurance vie après 70 ans, c'est pas très clean, hein. S'il y a une contestation de la part du fisc en disant vous avez voulu échapper à l'impôt de succession, vous avez placé après 70 ans. Premièrement. Deuxièmement, quand on place des sommes sur un contrat d'assurance vie après 85 ans, écoutez, il faut remplir un papier comme quoi vous êtes en pleine forme et vous allez vivre 110 ans, facile. Ce papier, moi je vois mal une personne en tutelle curatelle être crédible, en tout cas en signer ce document. Vous voyez, donc deuxième cas où on va pas reverser comme ça parce que la situation de la personne a changé. Également, si entre-temps des aides sociales ont commencé à être versées, bon, bien sûr ça dépend du type d'aide sociale, mais si ce sont des aides sociales à caractère de récupération, je vous invite à ne pas remettre sur des contrats d'assurance vie, puisque ces sommes sont récupérables à la sortie, à la succession. Donc, troisième point, par contre, de vigilance. Alors, j'avance un peu, les précisions, vous le retrouverez dans la formation. La deuxième fréquente question qui se pose, c'est voilà, on m'a proposé un livret à 5%. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des livrets rémunérés à 5%. Est-ce que c'est bien pour la personne en mesure de protection? Plusieurs questions à se poser. D'abord, est-ce que ces produits financiers sont bien des produits français? Moi, j'ai vu des livrets avec des taux à 5%, avec des fonds United Kingdom, des fonds anglais. Ce ne sont pas toujours des fonds européens. Il faut faire un petit peu attention là-dessus. Ensuite, on parle de 5%, certes, mais 5%, c'est pas un taux net. Si on vous propose du 2,5%, du 2,5% sur un livret, vous allez vous dire c'est mieux que le livret A à 1,5%. Sauf que derrière, il y a déjà de base 17,2 de prélèvements sociaux, à peu près 20%. Et après, si la personne est fiscalisée, c'est le PFU qui s'applique, donc c'est 30% de fiscalité à enlever à ce rendement. Si dans la situation de la personne, des aides sociales ont été versées, attention à l'effet N+1 qui va prendre en compte ces intérêts fiscalisables, puisque c'est remis dans la déclaration de revenus à fin d'année. L'année suivante, vous redonnez à la CAF la déclaration de revenus. La CAF voit, tiens, il y a eu des intérêts de verser. On va diminuer l'AAH d'autant. Tiens, Conseil général, il y a eu des sommes en plus qui ont été gagnées. On va peut-être baisser telle ou telle aide. Voyez ? Donc, ça a un impact.
au niveau des aides sociales, ces taux boostés. Il faut vraiment en être conscient à chaque fois qu'on replace sur ce genre de livret. Alors, je préviens aussi les livrets A, les LDD, les livrets B et les LEP. Quelquefois, si vous avez dépassé le plafond, la banque ne va pas vous en avertir, mais si vous avez placé, par exemple, plus de 12 000 euros sur un LDD, mettons que vous avez payé 25 000, mis 25 000 sur le LDD, les 20 000 sont taxables, comme un livret fiscalisé. Et donc, les intérêts vont vous revenir l'année suivante dans la déclaration de revenus. Donc là aussi, attention, je l'ai vu relativement régulièrement dans les dossiers des personnes. Les livrets boostés, il faut faire attention aussi à ce que ça peut avoir un petit peu au niveau successoral. Parce que là également, ce sont des produits financiers. Donc, est-ce qu'on va être bien conserver l'abattement de 100 000 euros par enfant? Enfin, ça, c'est une chose peut-être moins fréquente. Mais surtout, s'il y a des aides qui sont récupérables à la succession, type aide d'hébergement, ben là, vos fameux livrets, c'est sûr que ça va faire un appel d'air pour retourner au conseil général. Donc un petit peu de vigilance sur tous ces impacts de placement de sommes. Les banques, elles nous proposent plein d'autres solutions. Vous avez perçu la vente de votre maison parce que vous étiez parti en EHPAD ou enfin voilà des situations relativement récurrentes. On va vous faire le catalogue. Hein. Les comptes à terme, très bien parce que le capital est garanti, vous avez des intérêts garantis. Aujourd'hui, ils sont pas négligeables non plus. Les plans d'épargne logement, mais vous savez que depuis 2018, les plans qui sont ouverts, eh bien les intérêts sont aussi à déclarer dans la feuille d'imposition, à l'impôt sur le revenu. Les fonds structurés, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Est-ce que vous avez vraiment compris comment ça fonctionnait? Et puis, des produits qui, quelquefois, vont pas être adaptés à la solution. Bon, on n'a plus trop les obligations pures comme on avait il y a quelques années en arrière, mais on a quand même la possibilité de se voir proposer un contrat d'assurance vie alors que il y a des aides récupérables à la succession. Et là, c'est pas trop cohérent. Donc, effectivement, quand on prend toutes les propositions bancaires, la vigilance est la même que tout à l'heure sur les livrets boostés. Quel est l'impact au niveau impôt sur le revenu et par voie de conséquence aide sociale et également l'impôt sur les successions. Ok, les mesures de protection s'arrêtent au moment du décès. N'empêche que vous savez bien, il y a des familles dont c'est la spécialité de venir gratter un petit peu et de contester ce qui a été fait au niveau de la gestion de patrimoine. Dans les fonds structurés, c'est très couru en ce moment, c'est très à la mode, parce que vous avez des fonds structurés qui sont avec des garanties en capital à l'échéance fixée dans le contrat. C'est contractuel, donc à chaque fois, c'est un contrat différent. On peut vous proposer 100% du capital remboursé si l'indice n'a pas performé comme c'était convenu un peu au départ, sous-entendu en tout cas. Et à ce moment-là, sachez que par contre, c'est pas net de frais comme l'assurance vie. C'est-à-dire que le rendement, il va être, entre guillemets, diminué des frais de fonctionnement de ce produit structuré, des frais de gestion de ce produit structuré, systématiquement à peu près chaque année. Donc, c'est aussi à vérifier si ce type de produit correspond au profil, bien sûr, de la personne protégée. C'est rare d'avoir des fonds structurés qui sont, mais il y en a, de degré de risque 1, c'est-à-dire équivalent au fonds en euros. Vous avez souvent des degrés de risque 2, ce qui est quand même pas si fort que ça. Vous savez que généralement les juges des tutelles acceptent jusqu'à un degré de risque 3. Donc ça rentre bien dans l'idée du juge des tutelles de pas trop prendre de risques. Cependant, les fonds structurés comme ça, faut pas en mettre 100% du placement. C'est un peu comme toutes les unités de compte dans les contrats d'assurance vie, les contrats de capitalisation des majeurs protégés.
on met 20 à 30%, pas plus. Mais renseignez-vous sur le degré de risque et également les rendements pour voir si ça vaut vraiment le coup, les conditions de sortie du produit, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte dans ces nouveaux produits bancaires qui sont proposés régulièrement. C'est pas impossible, hein, mais c'est à bien mesurer et à bien voir ce qu'il y a dans la machine, bien voir ce qu'il y a dans la bécane, comme on dit. Alors, autre erreur que j'ai vue régulièrement, c'est le cas où le majeur ou la personne protégée a un budget déficitaire. On se dit, oh là là, elle a besoin de 1 000 € par mois, elle a un petit contrat, il y a 20 000, il y a 30 000, il y a 40 000. Autant tout racheter, puisqu'on peut mettre jusqu'à 42 950 sur les livrets. Faisons ça, on sera tranquille une bonne fois pour toutes. Mais c'est sans compter sur les conséquences fiscales d'un rachat. Quand vous avez des personnes qui ont des contrats d'assurance vie assez anciens, quand je parle assez anciens, quelquefois 10, 15 ans d'ancienneté du contrat, les taux d'intérêt à l'époque étaient très élevés. Et quand on a racheté, la plus-value du contrat était 50% de la valeur du contrat. Conclusion, on a dépassé l'abattement que vous connaissez de 4 600 € d'intérêt sur la somme retirée pour ne pas fiscaliser le contrat. Donc c'est dommage. On serait sorti le 31 décembre d'une année pour moitié, le 1er janvier de l'année suivante pour autre moitié, eh ben on n'avait pas du tout de fiscalité. Donc là, on va quand même se renseigner avant de racheter sur un contrat d'assurance vie, la part des intérêts sur le contrat. Le mieux, c'est quand même d'étaler par des rachats programmés, parce que ça permet de lisser l'impact fiscal des rachats sur ce type de produits. Et effectivement, de ne pas dépasser les abattements de 4 600 € ou 9 200 € pour un couple. Il y a des conséquences, bien sûr, au niveau social, parce que quand vous retirez votre contrat comme ça d'un seul coup, ce qui est arrivé dans le cas que je vous cite, eh bien la personne, pendant une année, elle a perdu tout son AH. Parce que les intérêts de ce très, 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 très vieux contrat, où il n'y avait pas énorme, mais il y avait quand même 10 000 € d'intérêt, eh bien, la personne a perdu ces 10 000 € d'AH pour l'année en cours. Alors, l'année d'après, évidemment, on refait une demande d'AH et ça va se rétablir. Mais en tout cas, pendant l'année qui est là, ça veut dire qu'il faut puiser encore plus sur les fonds qu'on a sortis pour compenser ce que l'AH ne donne pas. Donc là, on fait un petit rétropédalage et on se dit, oula, on a fait une bêtise, et une belle bêtise. Donc effectivement, on essaie d'éviter ce genre d'option très radicale qui est sous prétexte que le contrat est vieux, qu'il n'a pas beaucoup d'argent dessus, de le racheter pour le placer en se disant, bah oui, ce sera plus simple de retirer sur un livret A, un LDD, il n'y a pas de requête. Un LEP, enfin voilà, et pas voir des conséquences quelquefois violentes qu'on mesure qu'après coup. C'est un peu dommage. Attention donc aux diminutions des aides sociales quand il y a une fiscalité derrière. Et aussi, alors un phénomène qu'on ne mesure pas toujours, c'est l'impact sur les clauses bénéficiaires. Parce que je me souviens d'un majeur qui n'avait pas d'enfant. Il a fait plusieurs contrats d'assurance vie. Je ne sais pas quelle a été l'histoire, mais aucun des bénéficiaires n'était le même sur les contrats d'assurance vie. Donc vous rachetez un contrat d'assurance vie. Pour peu que le majeur, avant d'entrer sous mesure, ait dit à la personne « Ah, mais je t'ai mis bénéficiaire de mon contrat d'assurance vie », qu'au moment du décès, et bien évidemment les autres touchent et lui pas, vous avez un petit problème quand même. Et là, pour le rattraper, c'est très compliqué. Donc effectivement, bien faire attention si on veut racheter sur des contrats d'assurance vie à garder une forme de parité entre les bénéficiaires pour éviter ce genre d'action derrière de la part des familles. Et ça, vous devez le voir contrat par contrat.
Après, ces placements-là, en fait, c'est vrai que sur des anciens contrats, quand je pense à ce contrat qui avait été fermé par la mandataire, il ramenait plus que du 0,50. C'est vrai qu'on avait l'impression avec l'inflation que ce contrat ne ramenait plus rien. Et donc on a tout fermé d'un coup, assez brutalement. Mais l'impact financier derrière, comme je vous l'ai décrit, c'est de plus avoir d'aide sociale pendant un bon moment. Ça a fonctionné sur ça. Ça a fonctionné son allocation logement également à la personne protégée. Donc on a des conséquences non négligeables financièrement pour la vie du majeur quand on y va un peu, j'ai envie de dire, légèrement, sans avoir trop vérifié tous ces impacts de la clôture d'un contrat d'assurance vie. Donc se renseigner bien sûr sur la plus-value des contrats et voir à rester en deçà des abattements pour avoir le minimum d'impact fiscal, de frottement fiscal, vérifier les clauses bénéficiaires de chacun des contrats et en même temps ça permet de voir ceux qui sont à jour ou pas à jour, avec des clauses peut-être de représentation, avec à défaut mes héritiers, quelquefois il y a des contrats d'assurance vie qui sont un peu, comme ils sont très anciens, ils n'ont jamais été revus, un peu légers en termes de clauses bénéficiaires. On ne peut pas tous les revoir tout le temps en permanence. On le fait quelquefois à l'ouverture de la mesure, on recheck toutes les clauses bénéficiaires, et c'est bien de le faire à ce moment-là. Mais quelquefois, sur d'anciens dossiers, on l'a pas fait, on n'a pas pu le faire. Et donc, c'est l'occasion de faire ce travail en même temps. Donc, voilà pourquoi racheter un contrat d'assurance vie avec précaution, plutôt des rachats mensuels ou trimestriels ou semestriel programmé, c'est moins risqué, je pense. Une autre, alors, fausse bonne idée, j'ai envie de dire, c'est l'ouverture systématique d'un contrat d'assurance vie. Certes, on se dit, il y a des sommes, c'est très bien, on va replacer sur un nouveau contrat, ça évitera les fiscalités différentes, puisque vous savez que depuis 2017, la fiscalité des rachats n'est pas la même sur les contrats d'avant 2017 et d'après 2017. Quand on ouvre un nouveau contrat, ma première des vigilances, c'est quelle est la clause bénéficiaire que veut mettre la personne. Et ça, je l'ai quand même eu relativement régulièrement. Des gens qui, ont des enfants, mais ont voulu privilégier un voisin qui s'occupe plus d'eux que des enfants, que les enfants ne le font, ou voulant rendre un service qui a été rendu, mettre la bénéficiaire, le bénéficiaire, le voisin, la voisine. On déconseille bien sûr les mandataires, vous le savez, je crois, mais toujours vérifier quel va être l'impact sur la succession. Il y avait une dame qui avait un seul fils, elle voulait mettre son voisin qui l'avait ramassé parce qu'elle était tombée et que sans lui elle serait certainement décédée. Elle a voulu donc faire un gros contrat d'assurance vie pour cette personne. La première réaction, ça a été, on va vérifier si la quotité disponible de son fils unique est préservée. Parce qu'évidemment, quand les enfants restent héritiers réservataires, et la seule partie du patrimoine dont dispose la personne protégée, c'est la quotité disponible. Donc bien vérifier si les placements sur un nouveau contrat d'assurance vie ne vont pas entamer cette réserve héréditaire. Ça, c'est une première précaution. Anticiper aussi tout ce qui va être les actions en récupération. Bien évidemment que les aides comme la hache, qui sont des aides à caractère de nécessité quotidienne, ne sont pas récupérables, mais vous avez tout ce qui est les aides à hébergement, vous avez un certain nombre d'aides, l'ASPA dans l'ancien temps, je sais pas si c'est en cours pour l'aligner sur l'APA pour le phénomène de non-récupération, mais aujourd'hui ça l'est. Donc si vous ouvrez un contrat d'assurance vie alors qu'il y a une potentielle récupération des aides sociales derrière,
il y a probablement un problème à venir. Parce que l'État va dire, oui, mais ces sommes qui ont été données aux bénéficiaires, en fait, ils sont pour moi. Parce que j'ai donné des aides sociales à caractère de récupération, à caractère d'avance. Et ces aides, eh bien, il va aller les rechercher auprès des bénéficiaires, il y a 30 ans à peu près, je pense, l'État, pour récupérer ces sommes. Donc vous allez avoir les bénéficiaires sur le dos parce qu'ils vont venir, mais l'État m'a écrit pour récupérer telle somme, parce que j'ai reçu l'assurance vie de mon oncle décédé, il était en tutelle chez vous, eh bien, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et voilà, encore une porte ouverte à une action en justice contre les gens qui ont placé les sommes. Les autres choses aussi à voir, et ça dans les formations que propose l'ESA, c'est vraiment le cœur de ce module, c'est vraiment d'étudier les conséquences sur le plan de la situation personnelle, la situation civile. Personne, elle est mariée, elle a des enfants, elle n'a pas des enfants, elle est en mesure de tutelle, en mesure de curatelle, donc l'aspect juridique, l'aspect social, elle perçoit des aides, elle perçoit pas d'aide, l'aspect économique, c'est quoi l'ensemble de ses dépenses au mois le mois, à l'année, l'aspect financier et patrimonial, c'est quoi l'ensemble de son patrimoine. Tout ça, si vous voulez, sont des paramètres qu'on doit réajuster à chaque fois qu'il y a un placement en assurance vie. Typiquement, on va pas ouvrir un contrat d'assurance vie, je l'ai un peu dit tout à l'heure, à une personne de plus de 85 ans en tutelle et curatelle. La même chose, on va pas ouvrir un contrat d'assurance vie à une personne qui a potentiellement des avances de l'État sur l'hébergement, où on sait que fatalement, il y aura une action en récupération. Donc, vous voyez, tout ça est bien développé, bien détaillé. Si vous êtes mandataire privé, c'est pas des choses qui sont abordées très concrètement, fréquemment par les banques, ces points-là. Peut-être vous l'avez vu dans votre formation MJPM. Pour tous ceux qui sont en association tutélaire, c'est peut-être pas votre quotidien, mais c'est pas mal de le savoir. Et tout ça, effectivement, vous allez le retrouver dans la formation, bien dont je pense Nicolas va pouvoir vous en parler plus longuement. Voilà, je te relaisse la parole, Nicolas. Merci Catherine. Donc pour aller dans la continuité de ce qu'a pu dire Catherine, donc moi j'ai plutôt parlé de la pratique et notamment donc de la durée de la formation si vous souhaitez y participer et approfondir les sujets abordés aujourd'hui. Et donc notamment le fait que selon votre rythme, elle dure environ 20 à 30 heures. Et il faut savoir également qu'on combine des modules e-learning avec des classes virtuelles et notamment qui seront dispensés par Madame Paris, qui nous fait l'honneur d'être ici. Pour la suite, il faut savoir qu'on propose deux formats. Donc, il y a le format où on peut par exemple faire une classe avec par exemple 15 mandataires, où là on pourra un peu adapter le contenu selon les problématiques de chacun. Donc, si c'est des problématiques communes, on pourra pourquoi pas adapter tout cela. Et par exemple, vous pourrez le jour de la classe virtuelle ramener un peu vos, euh, vos cas que vous pouvez rencontrer en entreprise. On pourra en parler, il n'y a pas de souci. On propose également aussi un format en intra-entreprise. Donc là, c'est pour une structure qui souhaite rassembler les personnes de sa structure. Et donc, ce que l'on propose, tout simplement, c'est de faire du sur-mesure. Donc, par exemple, on pourra rajouter des classes en présentiel si vous le souhaitez. Il faut savoir que donc cette formation, elle est certifiée RS et donc elle est également finançable. Donc via le CPF ou encore via votre OPCO. Donc c'est plutôt pas mal si vous souhaitez un peu approfondir toutes ces informations. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat par rapport à... Alors oui, effectivement, j'allais y revenir. On a Arnaud, je crois que c'était sur l'impact des clauses bénéficiaires, je crois, Arnaud. Dites-moi si je me trompe.
qui nous a dit c'est aussi respecter la volonté du majeur. Donc il a voulu compléter un peu ce que vous aviez dit tout à Bien l'heure. sûr, bien sûr. C'est Voilà. certain, mais le conseiller est le garant du respect des lois. La volonté du majeur, c'est primordial. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il souhaite. Mais si toutefois, il y a des actions en justice à prévoir parce qu'on n'aura pas respecté les règles, eh bien, c'est vous, en tant que mandataire, qui allez être attaqué. C'est sur vous que les héritiers risquent de revenir en disant, vous avez fait quoi là? Vous n'avez pas gardé la réserve, vous n'avez pas gardé vu qu'il fallait protéger ma réserve, vous voyez. Et là, vous rentrez dans un cadre juridique et c'est vous le sachant, c'est vous l'expert, c'est vous à qui on a confié les sous de la personne, et donc c'est vous qui avez la responsabilité. Donc effectivement, prioritairement, je suis absolument 100% d'accord avec vous, à condition que les règles au plan civil, au plan fiscal et social soient respectées. Si un majeur veut ouvrir une assurance vie alors qu'il a des aides à l'hébergement, ça va piquer à la sortie, hein. Attendez-vous, attendez-vous à vivre des choses assez désagréables. Donc pour revenir un peu sur la formation, vous pouvez retrouver toutes les infos de la formation sur le QR code à l'écran. Vous pouvez le scanner et vous retrouvez toutes les informations. Donc pour revenir, je vous laisse poser vos questions à Catherine ou à moi selon la question que vous souhaitez poser. On sera ravis d'y répondre. Donc n'hésitez pas, c'est dans le chat sur votre barre à droite. Normalement, vous pouvez écrire vos questions ou interagir avec nous. On est là pour ça. Euh, Et vous, vous intervenez, enfin les personnes qui participent et qui posent cette question, oui. eux, ils interviennent au niveau du placement. C'est à eux que revient l'orientation du placement. Alors Arnaud, je vous laisse répondre Oui, si vous le souhaitez. oui. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions pour le reste. Si Eh bien, jamais aussi le temps qu'Arnaud réponde, si vous le voulez, vous avez la plaquette de la formation dans les ressources du webinaire. Où là, pareil, vous aurez toutes les infos nécessaires si jamais vous souhaitez approfondir d'accord. les sujets vus aujourd'hui. Donc vous Ah, avez un service qui est dédié à ça, donc qui lui a probablement toutes les connaissances et comment dire la formation ad hoc pour pouvoir éviter ce genre de désordre, effectivement. Oui. Après, c'est plus au niveau, je pense, des mandataires privés, pour ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, qui sont un peu plus isolés dans leur pratique quotidienne. Quand on a des services dédiés dans les associations tutélaires, souvent, ce sont des gens qui ont l'habitude, sont des gens qui sont, comment dire, formés à ces points d'attention, en tout cas, je le pense, et qui vont détecter tout de suite s'il y a une anomalie dans le placement. Et en tout cas, c'est leur rôle. Souvent, d'ailleurs, on y voit des clercs de notaire, des anciens banquiers dans ces services-là. Donc, vous voyez, ce sont quand même des gens qui sont un peu au fait de toute la réglementation juridique, fiscale, sociale, etc. Au niveau mandataire privé, ben souvent ils s'appuient sur un banquier ou sur un assureur. Et bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont mandataires privés et qui étaient même notaires ou de cette formation-là et pour qui ça pose aucun souci. Mais c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai eu en formation continue des mandataires privés qui n'avaient pas eu l'air d'avoir conscience de tous ces cadres juridiques, sociaux. Donc, c'est vrai que c'est important de au moins les avoir entendus une fois. Et j'espère qu'ici, vous aurez entendu des choses que vous connaissiez sûrement, mais peut-être d'autres pas.
et que ça vous aura alerté en tout cas sur le besoin d'y prêter attention. Donc c'est vrai que tout à l'heure j'ai demandé si vous avez des questions, mais si pareil vous avez des anecdotes un peu, on peut échanger ici, hein, il y a pas de problème. Oui, c'est toujours à chaque fois c'est des cas particuliers, donc c'est toujours intéressant d'aller voir. Mais moi je sais qu'il y a beaucoup d'associations tutélaires qui ont beaucoup d'actions en justice derrière au moment d'un décès. C'est vrai qu'on est devenu un pays peut-être un peu plus procédurier. Comment on peut mettre de l'argent comme sur un LDD que vous avez pris par exemple en exemple plus que le plafond. Alors vous pouvez éventuellement à ce moment-là ouvrir un contrat d'assurance vie, parce que dans le contrat d'assurance vie, tant que vous ne retirez pas l'argent, il n'y a pas de fiscalité. Alors évidemment, c'est moins simple, parce que quand on a un contrat d'assurance vie, on change de code, on n'est plus dans le code monétaire et financier, on est dans le code des assurances, donc c'est un peu plus compliqué pour récupérer les sommes. C'est vrai que si vos LDD, vos livrets A et vos LEP sont pleins, il y a une réflexion à avoir pour ouvrir un produit de placement autre. Deux possibilités, ou vous n'avez pas d'aide récupérable à la succession. Voilà, vous êtes dans un cas classique. Vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie. Et dessus, vous allez pouvoir mettre de produits financiers à capital garanti qui sont un peu plus rémunérés. Des obligations, des fonds structurés à capital garanti dont j'ai parlé, vous voyez, ces genres de choses. Par contre, si vous avez plus de 85 ans, votre majeur a plus de 85 ans, ou s'il a des aides récupérables à la succession, vous cherchez pas, vous faites un contrat de capitalisation. C'est un peu le Canada Dry de l'assurance vie pour les plus âgés. C'est-à-dire qu'on a la même fiscalité en cas de vie. Par contre, en cas de décès, ça repart dans la succession. Donc, le Conseil général, par exemple, pour l'hébergement, pourra récupérer ces sommes sans aucun problème. Est-ce que j'ai répondu à votre question pour les LDD? Oui, c'est le temps de répondre quand même. Oui, l'avantage du contrat d'assurance vie, c'est vrai que c'est sa fiscalité. Au début, quand on l'ouvre et qu'on met des produits de placement, si vous êtes amené à retirer, 1 an ou 2 ans après, ça n'a pas tellement pris beaucoup d'intérêt. Donc ça, la fiscalité va être faible finalement. Donc, alors c'est vrai que tout ce qui est les LDD, livret A, etc., c'est plus souple. Bon, il n'y a pas de doute, c'est plus souple. C'est peut-être moins rentable, mais c'est plus souple. Ah, Tout dépend du budget. Alors, vous aviez dit de mettre plus que le plafond. Alors, on peut mettre plus que le plafond sur le livret A, le LDD et le LEP sans problème. Le plafond des versements. Le livret A et le livret B, 22 950. Pas de problème. Vous avez les intérêts afférents à ça, ils ne sont pas fiscalisables. J'ai toutefois vu des livrets A à 45 000 euros. 45 000 euros, dedans, il n'y avait pas que 22 950 de placement. Il y avait plus. Et donc, on voyait, parce que ça, vous le retrouvez dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, ça remonte dans la déclaration d'impôt sur le revenu, les intérêts du livret A sous forme de produits financiers. Et là, on voyait qu'il y avait 230 euros d'intérêt du fameux livret A. Et personne ne s'était jamais posé la question d'où venaient ces 230 euros qui diminuaient la hache d'autant, évidemment, systématiquement. Il y a eu le cas d'un PEL. Le PEL, vous savez, après son échéance de 12 ans, il est fiscalisable. Et là, c'était pareil, c'était un PEL qui était au plafond, plus ses intérêts, parce qu'il était, il avait 12 ans. Et la personne percevait 1 200 euros d'intérêt tous les ans tous les ans, pour la première année de son plan d'épargne logement. Et donc,
le monsieur, il est venu nous dire, oui, mais moi je comprends pas pourquoi j'ai 100 € d'AH en moins tous les mois, c'est beaucoup. Et en fait, en regardant la déclaration de revenus, on a vu qu'il y avait 1200 € d'intérêt de produits financiers. Et ben, ces produits financiers diminuaient d'autant son AH tous les ans. Donc, on a fermé son PEL et on a ouvert un contrat d'assurance vie. Du coup, tant qu'il retirait pas de l'assurance vie, il perdait pas son AH, le plafond de l'AH. Ah, c'est des petits trucs, hein, mais quelquefois, sur certains budgets, ça fait la différence. C'est un peu dommage de perdre 1200 € d'AH tous les ans juste parce qu'on a un placement dont on n'a pas fait attention qu'il était à échéance. Et qu'on peut faire autrement, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est de se poser la question, est-ce que je pourrais faire quelque chose d'autre? Et tout ça, vous l'avez dans la formation, c'est très détaillé. Oui, effectivement. Justement, si jamais vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez également cliquer sur « Je veux être recontacté » sous le webinaire. Et vous pouvez également noter le webinaire, c'est toujours utile pour nous. Ça nous permet de nous améliorer et de vous proposer toujours un contenu, le meilleur contenu possible. Et puis ça nous permet de savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Donc n'hésitez pas, c'est juste en dessous la page, notez le webinaire. Et en dessous, à côté, vous avez juste en ressources, du coup, la plaquette. Donc si jamais vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on arrête ici. En tout cas, c'était un Merci à plaisir. vous. Merci de votre participation. Merci à vous, merci Et de vos Catherine. questions. Et, au plaisir pour ceux qui souhaitent continuer. Comme je vous ai dit, vous pouvez me recontacter, enfin nous recontacter. Ça sera avec plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci Nicolas. Merci à Bon vous. après-midi. Au Bon revoir. après-midi, au revoir.